il y a 2 ou 3 ans, en promenant sur une braderie, une brocante, j'ai trouvé 3 pifs, je les ai pris comme ça, j'ai commencé à les feuilleter. Et là, bizarre, une grosse émotion qui m'a pris, des souvenirs qui sont revenus, des choses comme ça. Puis bon, j'ai acheté ces fameux pifs, et puis le soir, je suis rentré chez moi, et j'ai commencé à les lire, et puis il y a certaines histoires, dont une histoire de pif. C'est bizarre, mais une véritable Madeleine de Proust. C'est assez grotesque, mais une vague de chaleur, pratiquement les larmes aux yeux, de lire ça. Je me revoyais il y a 25 ans. Je voyais exactement l'endroit où j'étais quand j'avais lu cette histoire. J'étais dans une chambre chez mes grands-parents. Je ressentais exactement. Il y a toute mon enfance qui est revenue. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est trop de bonheur, quoi. Connaissez bien, j'ai 2 yeux malins, 3 poils sur la tête, la queue en trompette. C'était pif et c'était rien d'autre. Et puis j'étais un aficionado, j'avais les t-shirts, j'avais même acheté les baskets, j'ai eu des baskets multicolores avec des têtes de pif tout le tour. Je pense que ça apprend à rester humble quand on a porté ce genre de chaussures, parce que c'est des trucs qui étaient quand même pas très esthétiques, mais je sais que dès que j'ai vu la publicité des baskets de pif, il fallait que le lendemain j'ai mes baskets de pif. C'était vraiment presque une manière de vivre. Quand on dit qu'on collectionne pif gadget et qu'en plus on collectionne les jouets, c'est certain qu'on passe pour quelqu'un de pas très normal. Quand il y a des amis qui viennent à la maison, qui voient tous ces pifs, sont d'abord étonnés par ce côté collectionneur. Et puis après, en feuilletant, disent ah mais ça c'est super, Docteur Justice, je l'ai lu, ah mais ça c'est super, je l'ai lu, etc. Et donc quand on voit cette petite lumière dans leurs yeux, on se dit effectivement que c'est quelque chose d'important et peut-être qu'il y a quelque chose à y faire. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Passer le stade de la rencontre et de l'émotion et du fait qu'on va rencontrer quelqu'un qui est important pour nous dans notre enfance, ce qui est important, c'est la suite de la discussion, quand on a le temps de rester un petit peu avec eux. C'est tout d'abord de parler de leur création, de leur travail, etc. Mais de connaître un petit peu mieux les personnes quand on en a l'opportunité. Et on s'aperçoit finalement qu'on peut avoir plein de centres d'intérêt et qui peuvent être bien au-delà du simple amour de la bande dessinée. Vous voulez voir mon mari, je suppose? Oui. Moi, je vais l'entrer par la cuisine, donc repas, à l'heure. Bon, René? Bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer. Je suis un grand fan de votre travail, en tout cas du journal Vaillant, et je suis assez impressionné de vous rencontrer, parce que pour l'instant vous étiez un nom sur un journal, et puis... Vous êtes sûr qu'il y avait un nom sur un journal? Oui, absolument. Sur les premiers Vaillants, il y a votre nom à la fin, et j'ai même votre photo, vous étiez avec Arnal en train de jouer sur une scie, et lui en train de souffler dans une cafetière. Oui, Arnal était très drôle et on s'amusait beaucoup. On s'amusait énormément avec lui. Mais je pensais que mon nom n'avait jamais figuré. Ah ouais, ça c'est une horreur, oui. Juste après l'insurrection de Paris, avant que la guerre se termine, le Front patriotique de la jeunesse m'a demandé de sortir de façon légale ce qui était son journal clandestin qui s'appelait Le Jeune Patriote. J'avais eu une formation d'imprimeur de presse dans un grand quotidien marseillais. Et que ça, c'était très rare. Quelqu'un qui était capable techniquement de produire un journal. À partir du 8 mai 1945, nous transformons Le Jeune Patriote en un journal destiné à l'enfance. Voilà comment est né Vaillant.
petite équipe s'est constituée. Et ben là, vraiment, c'est un coup de dé heureux. J'ai rencontré un jeune breton qui s'appelait Jean-Olivier. Je l'ai rencontré à Paris. Il était aux nouvelles messageries de presse employées aux Écritures. Je ne voulais plus retourner en fac. Je pouvais y aller. Après un an de maquis, un an d'armée, j'ai dit merde, non, je ne vais pas retourner sur un banc d'école. Alors j'ai fait un tas de boulot, le petit boulot un peu partout dans Paris. Et un jour, je rencontre Moreau, il m'a dit tiens, ce serait pas mal que on constitue une équipe, on fait un journal, on n'est pas nombreux, on est 4. Alors je lui ai dit d'accord, on y va. Je devais rentrer dans un quotidien et il m'a dit écoute, on se marrera davantage. Il y a à faire, on n'a pas fait le BD en France, à part l'écureux qui connaissait bien, moi je connaissais aussi un peu avant-guerre. Là encore, c'est une rencontre complètement imprévue et complémentaire. C'est ce jeune garçon embauché, je ne sais comment, par l'administrateur pour être au service des abonnements, qui avait comme service d'abonnement, il a dû vous la raconter, une boîte à chaussures dans lesquelles tenaient les premières dizaines d'abonnés à Vaillant et qui s'appelait Roger Lécureux. En fait, il y a deux personnages très importants, puisqu'ils écrivaient à eux deux la plupart des scénarios des séries réalistes. C'est Jean-Olivier et Roger Lécureux. C'est vraiment pour moi deux conteurs magnifiques, quoi. Roger Lécureux, il est décédé fin 99 et à la fin de sa vie, il avait des problèmes d'élocution suite à une longue maladie. C'était lui et non nous qui connaissions le passé de la bande dessinée. Nous parlions des grands Américains qui étaient sa passion, etc., etc. Et nous l'avons amené à la rédaction. On a fait un journal de masse, un journal populaire, un journal démocratique, un journal qui apparaît avec des valeurs de gauche, oui, mais alors en franc-tireur, à 4 mousquetaires. Voilà comment a été fait Vaillant. Un autre personnage a joué un rôle très important, et j'y insiste, c'est Pierre Olivier. Parce que c'est le premier parolier d'Arnal. Ça nous a assuré beaucoup de succès. Les dialogues, souvent en vers de Mirliton, étaient d'une grande drôlerie. Il y avait une grande complicité entre lui et Arnal. Arnal ne parlant pas français, ou très très mal, c'est lui qui l'aidait à mettre en clair ses idées de scénario, etc., etc. Le rôle de Pierre Olivier a été pour nous considérable. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est ce 45 tours que j'avais acheté en 75, donc j'avais 7 ou 8 ans. Et ce qui est assez émouvant, c'est que sur ce disque, à la fin, c'est pas évident à trouver. À la fin d'un sketch, on entend la voix de Cabrero Arnal, et je trouve ça assez émouvant. C'est la première fois que je l'entendais, et je pense qu'on l'a rarement entendu. Je sais pas si je vais la trouver exactement. Voyons, Pif, tu es rigolo. Tu as un petit bout de queue en trompette. Tu oublies son pif énorme, comme un melon. Viens le dire ici un peu pour voir. Si tu crois me faire peur, reste où tu es, j'arrive. Monsieur Arnal, vous qui êtes le créateur de ces deux petits monstres, écoutez-moi, ce chahut, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien, c'est tout à fait normal. Depuis le début, ils ont commencé à se bagarrer. Et depuis lors, ils ne sont jamais arrêtés. Ça fait plus de 30 ans déjà. Arnal, il a d'abord créé en Espagne le chien Top, qui est en fait un peu l'ancêtre de Pif le chien. Bon, après en 1936, il s'engage dans les milices républicaines, et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fui l'Espagne franquiste. Puis après, il a été arrêté par les Allemands et il a été déporté dans le camp de... C'était Mauthausen. Comment a-t-il pu tenir? Eh bien, il s'en est tiré, il est revenu de Mauthausen, très fatigué, très délabré, rien pour loger, connaissant personne. Et là, il a appris que
Un journal destiné à l'enfance et qui commençait à faire de la bande dessinée venait de naître. Il a fait un petit projet de scénario. On a trouvé le dessin et le scénario très comique, très bon. Notre ami Pierre-Olivier l'a appelé le Placide et Museau. Donc, le professeur Slalom Jérémy Ménerlache s'étant rendu compte que Nicolas Leroydec est doué d'une mémoire prodigieuse, il a été capable de lui répéter mot pour mot et sans se tromper tous les termes techniques qu'il avait employés pour décrire le Biblotron. Le professeur propose. Un jour, nous avons la visite d'un bel homme, 40-45 ans, et qui dit, voilà, je suis le professeur Ananoff et je fais partie de la commission française d'astronautique. Nous étudions ce qui doit devenir les fusées interplanétaires. Et il nous décrit, dessin à l'appui, ce que serait une fusée. C'est avec les explications du professeur Ananoff que nous avons convoqué Raymond Pohivet et Roger Lécureux, que Raymond Pohivet a taillé dans un bois tendre la première maquette de ce vaisseau interplanétaire, que Roger Lécureux allait baptiser l'Espérance, et qui allait donner la grande série que vous connaissez, Les Pionniers de l'Espérance. L'habitacle et les commandes, c'est uniquement là. Tout le reste, ce sont des réservoirs et des commandes. Il n'y a personne là. Là, ce sont les propulseurs tout autour. Pohivet, c'est aussi un autre grand personnage, et il était présent depuis les débuts du journal. Je pense que c'est pas abusif de dire qu'il a inventé un style, en fait, un style proche du croquis. Et en plus, Les Pionniers de l'Espérance, c'est quand même la grande série de science-fiction de l'après-guerre. Bon, malheureusement, lui aussi a disparu en 99. Roger m'a préparé un texte qui était les premières planches des Pionniers de l'Espérance. Son texte, je mettais sous le coude, et puis je le lisais. Puis il y a des images qui viennent quand on lit. Parce qu'il y avait une description de l'image. Vous savez, comme tous les scénarios, côté gauche, le dialogue, et à droite, la description de l'image. Habituellement, les auteurs ont un petit complexe de supériorité et oublient complètement que ça doit être illustré, partent à l'aventure. Et finalement, c'est inillustrable parce qu'ils n'ont pas pensé à l'image. Alors que Roger, au contraire, il savait à peu près, d'ailleurs, quand il écrivait, il savait à peu près l'image qui allait en sortir. Arrivé avec sa planche là. L'émotion que j'ai eue, c'était ma première bande dessinée. Ma première, je devais en faire 1800 après. Et en plus, le jour où il la livrait, c'était le jour de mes 20 ans. C'était pas fait exprès, mais c'était comme ça. Alors, je vous assure que le boulevard Montmartre était illuminé. Hein. Toute cette période après la Libération, ça a été une fête. Hein. Nous qui avions 20 ans à l'époque, qui sortions des maquis, qui sortions un peu partout, des années 45 aux années, je ne sais pas, 50, j'ai l'impression qu'on ne dormait jamais, on était toujours dans la rue. Il y avait un tas de spectacles. On était des bandes de copains, on filait dans les bistrots, on se marrait bien. On arrivait à bosser, mais tout ça faisait partie de la fête. Ça s'est traduit aussi dans cette façon d'écrire, de dessiner, de transformer les choses. Et c'était aussi une époque où un journal fait pour des jeunes s'intéressait à tout, hein. À la littérature, aux sciences, aux nouveautés techniques. C'était une espèce de brassage complet des choses.
vers 5-6 ans. C'était les histoires les plus simples qui m'attiraient. J'ai plus ou moins appris à lire avec Pif, avec Hercule, avec Pifou. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Soyez les bienvenus. Ah, vous commencez déjà à filmer. Bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer. Oui. Je donnais des idées sur Pré. Ah oui, vous faisiez des... Oui, alors c'était fait très vite, hein, tant que tu avais l'inspiration. Hein, ça, c'est les vieux cahiers avec le numéro dans lequel... En principe, Pifou était le fils de Pif, et c'était un bébé. Et j'ai trouvé que Glop et Glop Glop, c'était sympa comme langage. Évidemment, ça ne permettait pas de s'exprimer. S'il n'y avait eu que les Glop et les pas Glop, personne n'aurait rien compris. Mais c'est Brutus qui lui servait de traducteur. C'était comme ça, je me débrouillais. Pendant une cure thermale, il y avait une infirmière ou une aide-soignante qui me lavait le dos. Et dans le couloir, j'entendais une femme qui passait, glop glop, pas glop, glop glop, pas glop. Alors quand elle a eu fini de me rincer le dos, moi j'ai dit, qui c'est cette dame-là qui dit glop glop et pas glop? Ah ben ça c'est une copine. Quand elle voit passer, il y avait des malades qui venaient prendre des bains de boue. Alors, quand ils étaient moches ou qu'ils leur plaisaient pas, ils disaient pas glop. Et lorsque c'était quelqu'un qui leur plaisait, ils disaient glop glop. Voilà. Il y a des vieux albums. Ah, avec, c'est moi qui ai fait la couverture. Ouais, c'est ça. Pardon. Et à l'époque, c'était René Moreux qui était le rédacteur en chef. Alors, il a examiné mes dessins. Il s'est installé sur une table dans un couloir, parce que voyons, on n'était pas très grand à l'époque. Et je le voyais qui se tâtait les joues, qui réfléchissait en regardant mes dessins. Alors j'étais un peu inquiet, bien sûr. Et bon, il a trouvé que mon trait de dessin correspondait un peu à celui d'Arnal, qui était débordé de travail à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai été amené à seconder Arnal. Voilà. C'est vrai, quand on est petit, on est un peu naïf, on a l'impression que les histoires sont écrites juste pour nous, puisqu'on s'identifie beaucoup aux personnages. Et en fait, l'idée d'avoir pour moi des dédicaces qui me soient personnelles, c'est que quand on grandit, on s'aperçoit qu'effectivement c'est une bande dessinée qui est faite pour énormément de personnes. Et je me suis dit qu'en demandant des dessins aux dessinateurs, je revenais à mon point de départ, c'est-à-dire je pouvais croire que les dessins avaient été faits juste pour moi. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée d'essayer de demander des dédicaces. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont répondu très très gentiment, certains m'ont téléphoné, certains ont juste mis un dessin comme ça, certains n'ont pas répondu. Pour moi, Paul Gillon, c'est d'abord une grande maîtrise du noir et blanc, un dessin très réaliste, quasi photographique en fait. C'est un grand fan de la BD américaine d'avant-guerre. Il est arrivé à Vaillant en 1947 et il a illustré tout un tas de séries, Lynx Blanc, Le Cormoran, Wango, tout ça d'après des scénarios de Roger Lécureux et de Jean Olivier. Et après, dans Pif Gadget, il a créé la série Jérémie, dont il était cette fois lui aussi scénariste.
Un jour, il y a Roger Lécureux, qui n'est jamais à court d'idées, m'a dit, mais si on racontait l'épopée de Mao Tse-tung, mais vue à travers le regard d'un enfant, etc. J'ai immédiatement adhéré à son idée, je lui ai dit, c'est magnifique. Le seul problème, et c'en était un énorme à l'époque, c'est que le manque de documentation, c'est-à-dire on savait ce qui s'était passé, mais dans le contexte plus ou moins historique, les costumes, l'ambiance, les décors, ce qu'était la Chine à ce moment-là, les armes, enfin on ignorait tout, il a fallu s'adapter, mais sinon il y avait une ambition aussi bien sur le plan graphique que sur le plan du récit et sur le plan de l'inspiration. Il y avait quelque chose d'assez novateur dans le domaine de la BD. Il y avait une dimension presque philosophique, qui était assez rare quand même. Le discours tenu par les personnages était un discours qui était quand même fondateur d'une certaine pensée. En fait, ils m'expliquaient leurs idées, ils me disaient voilà ce qu'on a envie de faire, est-ce que ça te paraît intéressant, etc. Et puis il y avait une discussion entre copains, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de pouvoir décisionnaire de la part de l'un ou de l'autre. Ça s'était fait de façon décontractée, très amicale, très enthousiaste aussi, on y croyait vraiment. Pif, c'était quand même le personnage symbole du journal. Et puis le nom Vaillant, c'est vrai que c'était jugé un peu désuet, même par l'équipe. Et donc c'est devenu Vaillant, le journal de Pif. En fait, depuis quelques temps, il y a pas mal de nouveaux auteurs qui avaient été engagés. Il y avait Tabary, Gottlieb, Mandrika, etc. Et j'ai donc envie de rencontrer Georges Rieu, qui est devenu en 63 rédacteur en chef. Finalement, Georges Rieu, il a été le dernier rédacteur en chef de Vaillant et le premier rédacteur en chef de Pif Gadget. Petit à petit, on a essayé de mettre des personnages différents pour varier sur l'âge des enfants. Et donc, il y a eu aussi bien Gottlieb avec Guéluron, Mandrika avec le concombre masqué, mais il y avait Pif, Placide et Museau, Corinne et Jeannot, qui pouvaient permettre à des plus grands déjà un petit peu plus de se retrouver dans ces personnages. Bonjour Monsieur Tabary. Enchanté, jeune homme. Très plaisir de vous rencontrer. Et moi aussi, je te connais pas. Non, si je suis... Pourquoi c'est pour ton œuvre que tu veux me rencontrer ou pour la mienne? Non, surtout pour la vôtre. Ah d'accord. Non, je suis collectionneur de Pif et tout ce qu'ont fait les éditions Vaillant, et j'aime particulièrement vos personnages, Corinne et Jeannot, toute la bande de Totoche, etc. Et je vous avais écrit d'ailleurs il y a l'année dernière pour m'envoyer un dessin, mais j'ai envoyé une superbe aquarelle de Corinne d'ailleurs. Oui, comment que je suis bon, hein. Ah ouais, c'est indéniable. Compte, hein. Non, mais c'est d'autant plus émouvant que c'est la première, j'avais écrit à plusieurs auteurs, et c'est la première que j'ai reçue, et donc, elle est particulièrement précieuse pour moi parce que... Eh ben, j'en fais beaucoup parce que dans notre catalogue, quand on envoie aux lecteurs pour qu'ils achètent des albums par correspondance, ils ont le choix entre plusieurs choses, un album gratuit s'ils achètent plusieurs albums, ou un dessin aquarellisé du personnage préféré, ou un t-shirt, enfin... Et beaucoup prennent le petit dessin pour l'encadrer et tout. Ah bah c'est ce que j'ai fait. On s'attend plutôt à un petit dessin rapide au feutre, et puis on reçoit un truc super... Voilà. Bah, je vous remercie encore. Bon, on va avancer jusqu'à... Dans les histoires de Totoche, j'avais imaginé les jeudis de Corinne et Jeannot. Et chaque jeudi, elle lui faisait une vacherie, quoi. Je crois que Jeannot est amoureux de Corinne. Et Corinne, donc, elle n'est pas immorale, elle est amorale. Elle n'a pas encore enregistré qu'il ne fallait pas faire du mal aux gens, quoi. Donc elle s'amuse, en fin de compte, avec lui. Et lui, il accepte plein de choses. Quoique, il faut tout de même voir dans cette série que Jeannot, il essaye quand même de se venger souvent. Il essaye quand même de se rebiffer. Parce qu'il me l'avait dit à la rédaction. Les lecteurs écrivaient énormément sur Corinne et Jeannot. Et il me disait, il faut quand même que Jeannot gagne de temps en temps. Et c'est pour ça qu'à des moments, je montais un gag, souvent d'ailleurs, où Jeannot avait monté tout un coup, mais je ne pouvais pas le faire gagner. Hein? J'avais même fait un gag qui n'est pas passé, mais je l'avais fait uniquement en parole. J'avais fait que Jeannot, pour se venger, finalement viole Corinne. Et 9 mois après, c'est lui qui est enceinte.
Elle a même encore réussi à l'avoir là. Et lui, il est dans... C'était en plein mois d'août, j'étais à la rédaction. Il y avait un seul gars qui était à la rédaction, c'était Roger Lécureux, que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai montré ce que je faisais. Elle me dit, t'as de la chance parce qu'on est à 24 pages et on passe à 32 pages à la rentrée. Donc on cherche des dessinateurs. Elle me dit, ce que tu fais me plaît bien. Alors, dans quelques jours, reviens avec un synopsis et la première planche. Et on va voir ce que ça donne. Et alors moi, quand je suis sorti de là, j'étais fou de joie. Pour moi, c'était inespéré. Et puis, tellement inespéré qu'au bout d'un moment, je me disais, c'est pas possible. J'ai rencontré un grouillot, une rédaction avec un seul mec, c'est le balayeur, c'est pas possible que ce soit le rédacteur en chef tout seul là-dedans. Et je commençais à douter. Donc, je suis revenu beaucoup plus tard. Au lieu de revenir à la scène suivante, j'ai peut-être venu plus d'un mois après. J'avais quand même fait le synopsis, la première planche, et j'arrive là-bas, je sonne, je rentre là-dedans. Un brouhaha, il y avait un monde fou. Tout le monde était rentré de vacances, tout le monde était là. Et je vois Roger Lécureux à son bureau, qui me dit, bah alors, j'avais même pas pris ton adresse, je croyais que j'allais jamais te revoir, j'avais parlé de toi et tout ça. Fais voir. Alors ils ont regardé, bon, c'était pas terrible, enfin ils avaient besoin de remplir le journal. Ils m'ont donc commandé une histoire à suite, tout de suite. Alors c'est l'histoire de deux hippopotames, un hippopotame monsieur et une hippopotame madame qui se rencontrent. Alors ils vont se faire la bise, regardez bien, hop. J'adore ces conneries-là, moi. J'ai pris connaissance de Vaillant après la guerre, en fait, à peu près quand ça a démarré, mais sous forme d'albums reliés. C'est des copains qui me les prêtaient. Et je me souviens que j'étais vachement mordu par la série de Poivet. C'est Poivet qui faisait Les Pionniers de l'Espérance. Et Gire, Eugène Gire, La Pension Radicelle. J'aimais bien Placide et Museau, mais je trouvais que c'était un peu trop Walt Disney. Hop! Pour Guéluron, c'est arrivé de façon curieuse, parce qu'au départ, donc, j'étais parti sur Nanar et Jujube. Ensuite, est venu s'ajouter une petite fille qui s'appelait Piette. Et puis tout un tas de personnages qui gravitaient autour, Blaise, Basile. C'est des personnages qui petit à petit ont disparu. Et il y avait aussi un paysan qui avait un chien. En fait, j'ai mis ce chien parce que il m'était nécessaire pour le gag. Et c'était un chien genre Droupi. Alors après, c'est devenu un peu différent parce que Droupi est un peu... Il s'excite des fois quand même, Droupi. Il donne des coups de poing, il est violent et tout. Alors que Guéluron, il est tout le temps tel qu'en lui-même, flemmard, il marche doucement. S'il avait une voix, il parlerait doucement. Il y a très très rarement de points d'exclamation dans les ballons de Guéluron. C'est une volonté. Et quelquefois même, il n'y a pas de point au bout de la phrase. C'est pour indiquer cette espèce de mollesse dans toute son attitude, y compris sa façon de parler.
Avec la nouvelle formule, en fait, dès que Vaillant est devenu Pif Gadget, finalement, les histoires sont plus à suivre comme avant, mais c'est devenu vraiment des récits complets, entre autres pour réagir aux séries de la télé de l'époque, Thierry Lafronde, Joss Randall, enfin toutes ces séries des années 60, quoi. Dans Pif, il y a vraiment une histoire qui, dès le départ, a eu énormément de succès, et moi, le premier, j'ai tout de suite accroché, c'était Rahan. Je vais vous faire entrer directement dans mon atelier. Voilà, un petit peu vous voyez un petit peu le chantier, il y en a un peu partout, il y a des... C'est ici que vous travaillez alors? Oui, tout à fait. Là c'est la table pour les couleurs de ma femme, et ici c'est ma table à moi. Et vous voyez là, j'ai mon scénariste, Roger Lécureux, qui m'avait fait toute cette description de dessin. Bon là j'ai par page j'ai 5 vignettes en principe. Il faut que le film de cette bande dessinée soit sans arrêt, sans discontinuer, sans qu'il y ait de coupure à chaque dessin. Vous voyez, par exemple, là, le Rahan est plié, et j'aurais pu très bien le dessiner dans l'autre sens, mais dans l'autre sens, il n'était pas dans le sens de la lecture. Et là, il monte, et là, il arrive dans une grotte. Tout ça, c'est une continuité dans la mise en page. Ça faisait déjà 5 ou 6 ans que je faisais Bob Malard. Et puis, comme ce personnage ne m'appartenait pas, je ne l'avais pas créé, j'ai eu envie de créer mon propre personnage. J'ai fait une étude de personnage. J'avais fait un homme blond que je destinais à être un Gaulois. Et puis, j'avais changé un petit peu mon style de dessin, et je l'ai porté à la rédaction. Rieu n'était pas dans son bureau, et je lui ai déposé mes planches comme ça sur son bureau. Et quand il est rentré, il m'a dit écoute, ton personnage, ton Gaulois, là, nous on a un scénariste, Roger Lécureux, alors donc que je connaissais pas mal quand même déjà, Roger Lécureux, qui nous a fait depuis quelques années un texte sur un homme préhistorique. Est-ce que tu veux bien que ton Gaulois devienne un homme préhistorique? Bon, a priori, moi, j'avais rien contre. Et puis, c'est pour ça que Rahan est blond, parce qu'à l'origine, c'est un Gaulois. J'ai pensé à un homme qui, lui, serait plus intelligent que ses compagnons. Ça, c'était une clé du concept. Aussi qu'il soit fragile, qu'il ait peur des éléments, peur de certaines choses qu'il ne connaît pas. Alors là, petit à petit, le personnage dans ma tête devenait un personnage nouveau. Un héros qui a peur, un héros qui veut savoir, qui transmet ce qu'il sait, un homme progressiste à l'âge de pierre. Au départ, Rahan, il a été créé blond principalement pour le différencier de Tarzan. Le problème, c'est que les autres personnages qui sont avec lui dans la série, c'est vraiment avec des visages simiesques qui tranchent complètement avec la beauté de Rahan, quoi. Et même les premiers temps, Chéret et Lécureux, ils ont carrément été taxés de racisme. On a même dit que Rahan, c'était un arien. Mais bon, les gens se sont très vite rendus compte que c'était complètement à l'opposé des valeurs du journal. Il y a eu un épisode qui a été formidable. Roger Lécureux avait voulu aborder le problème de la drogue vis-à-vis des enfants. Et il a fait un épisode où c'était la mort de Rahan. Il y a eu des pétitions dans les HLM, il y a eu 800 lettres d'enfants qui ont écrit à un journal, ils ont écrit à Pif, comme quoi c'était terrible que leur personnage, leur héros soit mort. Les coups de téléphone dans la matinée qui a suivi le jour du vendu, la vente, des femmes
Je pourrais parler à monsieur l'écureux. Alors bon, c'est pour m'engueuler celle-là. C'est pas honteux, monsieur. On fait pas du mal aux enfants comme ça. Mais pourquoi vous avez fait mourir Rahan? C'est une honte. Je le dis, c'est une honte. Pif, pour moi, c'est fini. Dans cet épisode-là, c'était une fausse mort, c'est-à-dire que c'était le sorcier qui droguait tout son clan, qui crevait de faim. Et pour avoir la supériorité vis-à-vis d'un Rahan qui arrivait, il a fait croire à son clan qu'il avait tué Rahan. Je me rappelle d'un épisode qui s'appelle Le captif du grand fleuve, où on voit Rahan s'accrocher à une peau avec des lianes. Et j'étais persuadé que effectivement, si les parachutes existaient aujourd'hui, c'était à cause de Rahan. Je me sentais un petit peu supérieur de temps en temps quand on voyait des parachutes avec des copains, d'ailleurs de dire je suis sûr qu'il ne sait même pas que c'est Rahan qui a inventé le parachute. Vraiment le sentiment d'être emmené ailleurs par rapport à toutes les autres BD. Que ce soit par le trait, la vigueur, il y avait une façon, vous connaissez Rahan, il y avait une façon de jaillir, de sauter, de plonger. Les combats entre lui et puis les animaux de cette époque-là, c'était quelque chose de fabuleux. Donc Rahan, c'était une espèce de justicier, mais pas seulement un justicier. Il était l'incarnation du progrès, et ce progrès humaniste, c'est-à-dire progrès porté par l'homme, mais qui nécessitait un combat. Parce que Rahan, c'est le combat. La métaphore du combat contre les animaux, c'est le combat contre la sauvagerie, c'est le combat contre le recul, c'est le combat contre le totalitarisme. C'est ça qui était figuré dans Rahan, qu'on ne formulait pas comme ça, mais qu'on pressentait. Et puis, Pif s'est jamais caché de ses origines communistes, on savait ce qu'il en était, donc on savait l'idéologie qui sous-tendait tout ça. Mais quand on est devant, on n'y pense pas. Quand on est dans Rahan, on ne le voit pas comme camarade Rahan, c'était pas du tout ça. C'était un personnage qui nous faisait rêver comme tous les autres. J'adore la tasse de café. Ouais, je sais pas, en tout cas, c'est... Vers la fin des années 60, la télévision finalement a fait beaucoup de concurrence, puis il y avait les autres revues de bande dessinée aussi. Et petit à petit, le journal il perdait ses lecteurs. Donc l'équipe a travaillé une nouvelle formule, et donc en 69, vaillant journal de Pif, ça devient Pif Gadget. Il y avait les plantes préhistoriques qui ne poussaient pas. Il y avait le kazoo. Je me souviens du kazoo. Il y avait... Ah merde. Ce qui est incroyable, c'est que tout le monde lisait ce journal. C'est vraiment le truc, ça a traversé tous les milieux. On peut aller n'importe où, tout le monde a au moins touché Pif. Enfin, les gens de cette époque-là. Il y en a qui m'ont marqué plus que d'autres. Là, je suis arrivé à peu près à 400 gadgets à peu près. Ça, c'est un gadget qui a beaucoup marqué, qui est sorti plusieurs fois. Alors, c'est les fameux Artemia Salinas, les ancêtres de la vie. Et la semaine d'après, comme pratiquement à chaque fois que le gadget est sorti, on avait la nourriture. Alors, on mettait ça dans l'eau et ça faisait des tout petits poissons microscopiques. On se triturait le cerveau pour trouver des choses, quoi. Et donc, comme nous étions obligés par la loi de mettre des
documentaires, des pages textes et tout, nous nous sommes dit pourquoi pas mettre certains objets ou des choses un peu comme ça qui éveilleraient le caractère inventif des enfants. Et nous sommes arrivés ensuite à ce qu'on a appelé les bifis, qui étaient en fait des Artemia salina pour les savants et pour les chercheurs du CNRS. C'était en quelque sorte la première fois qu'on mettait une matière vivante dans un journal de papier. Celui-là qui était assez drôle, le magnétique mongol, c'était un truc qui se faisait pas mal dans les années 60-70. C'est de la limaille de fer avec laquelle, avec un aimant derrière, on faisait une barbe, on faisait des cheveux. C'est les fameux pois sauteurs du Mexique. Alors c'était des pois qui viennent du Mexique et à l'intérieur duquel il y avait une larve qui, à chaque fois qu'elle bougeait avec la chaleur de la main, faisait sauter, faisait tourner les pois. Et au bout de quelques mois, le pois se fondait et il y avait un insecte qui sortait du pois sauteur. Les premiers, c'est 1 million d'exemplaires. Et sur des choses intéressantes. C'était pas nulard, ça avait un sens, faire revivre des petits gamards inertes depuis 1 million d'années dans les sables des lacs californiens, et voir ces petites bestioles revenir à la vie, c'était assez marrant. Quoi. Il y a eu tout un tas de gadgets qui ont marché très bien. Et le gadget a fait partie du journal, il est devenu intégrant, c'est une force intégrante. Parce qu'il n'y avait pas rupture. C'était un élément nouveau qu'on apportait, tant que le gadget était un élément passionnant, intéressant et un élément de découverte. Ça, c'est un gadget qui est une machine à faire des œufs carrés. On faisait cuire des œufs durs. Une fois la machine terminée, les œufs étaient compressés à l'intérieur de la machine. La machine était mise au réfrigérateur pendant un quart d'heure, 20 minutes, je crois, et on en ressortait des œufs durs de forme carrée. C'est un grand effet dans les apéritifs de l'époque. La main de pif, c'était, si je me souviens bien, en 77. C'était un autocollant avec une main de pif avec ses 4 doigts jaunes, qui était au départ, si je me souviens bien, c'était pas quelque chose de très important. C'était une main qu'on collait sur la vitre arrière de la voiture. Et petit à petit, la main a évolué. Et en 1979, si je me souviens bien, c'était l'année de l'enfance. Et la main de pif, c'était écrit dessus « Je suis un enfant du monde ». Et avec des dossiers dans pif qui parlaient tant de la guerre au Liban que de la faim au Sahel ou du racisme, etc. C'est passé de quelque chose d'assez anecdotique à quelque chose d'un peu plus engagé, entre guillemets. Peut-être qu'on peut faire un rapprochement entre la main de pif et la main des SOS Racisme. C'est vrai qu'on voit certaines similitudes. Cela dit, c'est difficile de dire si effectivement les fondateurs des SOS Racisme, quand ils ont trouvé leur sigle, étaient des lecteurs potentiels de pif. Piperculaire, piperculaire, pif, pif. Qui cabale, qui s'achète, qui frappe, qui grogne, qui crie. Qui badabou, qui brou, qui se passe, qui tout, qui sniffe. Piperculaire, piperculaire, pif, pif. Lorsqu'on est ensemble, c'est toujours la bagarre. Mais la vie est drôle, allez savoir pourquoi. Lorsque je suis tout seul, moi j'ai un gros cafard. Et moi je vois du noir lorsque tu n'es pas là. Sans me vanter et en toute simplicité, je suis beau, jeune et sportif. J'ai peur de rien et je m'appelle Pif. Sans faire d'effort, je peux dire que je suis plus fort. Quand j'arrive, tout le monde recule. C'est pour ça. Avec des gadgets comme les pois sauteurs ou comme les Artemia, les ventes du journal, elles ont carrément atteint le million d'exemplaires. Bon, devant ce succès, il y a une nouvelle équipe qui prend la tête du journal. Et là, petit à petit, il y a certains auteurs qui s'en vont et d'autres qui sont remerciés. Ils ont rejeté Poivret, ils ont rejeté Hugo Pratt, ils ont rejeté Gottlieb, ils ont rejeté Tabary, ils ont rejeté Paul Gillon, ils ont rejeté Poivret, etc. Enfin, c'est une hécatombe. Enfin, c'était assez moche, quoi, comme attitude. Et ça, je ne comprends pas d'où c'est venu, d'où ont surgi ces gens tout d'un coup, brandissant les foudres du capitalisme, m'expliquant ce que c'était d'ailleurs, le capitalisme. Le PC, j'en parle pas parce que ça ne m'intéresse pas. Vous voulez pas en parler ? Ah non, je fais la croix là-dessus, ça n'a rien à voir. Je parle du journal, pas du PC.
Il y en a les plus prudents, c'est à peu près, qui ont pas vu le coup, qui prudemment ont mis des œufs dans un autre panier. C'est les plus sages. Mais il y a les mecs comme moi qui se sont engagés à fond auprès de la rédaction, dont c'était non seulement le travail, mais la vie. La vie. Les gens que j'avais connus à Vaillant tout au début étaient tous des convaincus. Il y avait des résistants qui étaient des vrais résistants à l'époque, qui avaient failli payer de leur vie. C'était des gens qui étaient purs, quoi. Et petit à petit, et quand Vaillant s'est mis à rapporter de l'argent, tout cet esprit-là a disparu. On a l'impression qu'il avoue le journal. J'avais l'impression qu'il était à moi. C'était ma vie. Avant, j'étais accueilli à bras ouverts, puis tout d'un coup, on ne me connaissait plus. Ça fait très drôle du jour au lendemain. Laissons là où les choses ont été bonnes. Je dis finalement, un journal, c'est comme une personne humaine. Ça naît, ça grandit, ça vit, ça meurt. C'est normal. En 93, donc c'est le dépôt de bilan. Il y a une bonne partie des films qui avaient servi à l'impression qui ont disparu. On ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Et donc suite à la disparition de ces films, il y a eu certaines réimpressions qui ont été faites, mais malheureusement de moindre qualité. Il y a eu pas mal de spécialistes de la BD qui ont trouvé qu'à cette époque le journal avait perdu en qualité. Moi personnellement, j'ai encore trouvé plein de choses intéressantes par la suite. Je sais pas, des choses comme des BD comme Loup Noir, Docteur Justice, Surplouf, 10 centimes, Super Matou, Capitaine Apache, il y en a plein d'autres encore. La bande dessinée n'était pas en mesure de s'imiter. Et souvent dans les écoles, les mômes la lisaient sous le manteau, en se planquant derrière leur cahier. Et finalement, on voit aujourd'hui où ça en est arrivé. La bande dessinée est devenue un facteur de culture. Il y a des quantités à l'école qui font appel maintenant aux dessinateurs, aux scénaristes pour aller stocker la bande dessinée. Qu'est-ce qu'elle a apporté ? Elle fait partie intégrante maintenant de la pédagogie à l'école. C'est une belle revanche. Ça n'a pas été simple. C'était pas couru d'avance en tout cas. Merci. Je le disais à mes amis de la rédaction, pensez aux hommes, pensez toujours aux hommes qui font les choses.
On appelle de la pâte à prout. Impeccable celui-là.